sommes en direct sur la page Facebook. Là, ça y est, c'est vrai. Sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Cellier qui vous parle. Ce soir, on revient sur un sujet très controversé en copropriété depuis l'adoption du projet de loi 141 en juin 2018. C'est l'article 1074.2 du Code civil du Québec. Alors, on sait que plusieurs assureurs, au dire de certains juristes et même de plusieurs juristes, les assureurs, lorsqu'un sinistre provient d'une unité, eh bien, et que le syndicat réclame la franchise qu'il a payée au copropriétaire, entre guillemets, fautif, faut-il le prouver, alors l'assureur peut décider qu'il ne paye pas la franchise et le syndicat doit, pour se faire payer, ou en tout cas tenter de se faire payer, aller au tribunal. Alors, l'article 1074.2 du Code civil du Québec, disons-le gentiment, est devenu une véritable plaie pour plusieurs syndicats de copropriétaires. Et pour cause, puisque lors d'un sinistre en provenance de l'unité d'un copropriétaire, l'assureur de ce dernier pourrait ne pas payer la franchise du syndicat qui peut s'élever à 10 000, 20 000, 30 000 et même plus. Valérie me disait avant l'émission que ça peut même aller jusqu'à 100 000 $. On va en discuter, Valérie. En revanche, un syndicat qui souhaite récupérer cette franchise en tout ou en partie peut s'adresser aux tribunaux. Si le montant réclamé s'élève à 15 000 $ ou moins, il n'y a pas trop de problème en termes de coûts parce que là, on s'adresse à la Cour du Québec, division de petites créances. Les frais judiciaires sont, disons-le, négligeables. Ce n'est pas grand-chose. Et par contre, on ne peut pas être représenté par un juriste. Il faut y aller préparé par un juriste, mais une fois rendu là, on est seul avec nous-mêmes, n'est-ce pas? Alors, il faut bien plaider sa cause. C'est bien important. D'ailleurs, on recommande aux gens qui vont à la Cour des petites créances pour des montants même de 10 000, 12 000 d'être préparés par un juriste, même si ça coûte 1 000 $, ça vaut la peine. Ça peut faire la différence entre une victoire, un gain de cause ou une perte de cause. Hein? Alors, si la franchise excède les 15 000 $, par contre, là, c'est une autre. Là, on est dans une autre ligue, c'est-à-dire parce qu'il faut se tourner vers la Cour supérieure, n'est-ce pas, Maître Leblond, qui peut entendre. La Cour supérieure à partir de 85 000 $. Entre 15 000 et 85 000, c'est la Cour du Québec. La Cour du Québec, pardon, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. La Cour du Québec, à partir de 85 000 $, là, on est en Cour supérieure. Voilà. Mais les frais d'avocat peuvent être un obstacle. Hein? À titre d'exemple, aller chercher 25 000 $ mais payer 10 000 $ en frais d'avocat n'est pas nécessairement une démarche gagnante. Alors, rendu là, mieux vaut rabaisser sa réclamation à 15 000 $ et s'adresser aux petites créances. En revanche, si la franchise est de 30 000, 35 000 $ et plus, alors là, ça vaut la peine de recourir au service d'un avocat parce que là, on va chercher quand même une somme importante. Par ailleurs, il faut savoir que dans certains cas, les assureurs paieront un syndicat en tout ou en partie si la démarche judiciaire est sérieuse et que le syndicat en question n'entend pas à rire. Je pense qu'il y a des assureurs des fois qui disent, bon, on va payer moins, mais on va payer quand même. Dans le milieu de l'assurance, on entend dire que les assureurs n'iront pas toujours jusqu'au bout parce que s'ils obtiennent gain de cause, ça peut créer un précédent et puis les copropriétaires suivants pourraient s'en servir comme argument pour plaider leur cause. On dit, il y a un vieil adage qui dit qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Ça, on l'a entendu. Ça, je ne l'avais pas entendu, celle-là. Je rappelle que l'article 1074.2 est issu de l'adoption du projet de loi 141 sur l'assurance en copropriété. Ça a été adopté en juin 2018. Il a été amendé par le projet de loi 141, mais selon certains juristes, cet amendement n'est pas allé assez loin, si bien que la plupart des assureurs continuent d'interpréter la première version de 1074.2. Donc, pour en parler, je suis avec Maître Maxime Laflamme-Leblond, avocat au cabinet LJT. Bonsoir, Maître Leblond. Bonsoir. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Et Jonathan Charbonneau-Waldron, gestionnaire de copropriété également chez Condo Stratégie. Bonsoir. Bonsoir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même dire aux auditeurs qu'ils peuvent aller sur condolégal.com et à la page d'accueil, ils cliquent sur l'onglet Assurance fiches pratiques et toutes les fiches pratiques sur les assurances s'y trouvent. Assurance du syndicat, assurance des administrateurs, assurance des officiers d'assemblée, assurance du gestionnaire, fonds d'auto-assurance, on va en parler aussi, assurance du copropriétaire. Alors, on clique et on a dans chacune des fiches des sous-fiches
amélioration, assurance des améliorations de la partie privative et les autres. Donc, ce sont des documents à consulter qui sont bien faits, qui sont précis. Et je vous invite aussi à aller voir notre vidéo qui célèbre les 50 ans de la copropriété québécoise, donc vidéo produite par moi-même pour le compte du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Une très belle vidéo qui, en 15 minutes, synthétise et résume les faits saillants des 50 ans de la copropriété québécoise. La première loi sur la copropriété québécoise remonte à novembre 1969. Alors, cela dit, Maître Laflamme, pour expliquer à nos auditeurs, c'est très important que nos auditeurs comprennent, la version juin 2018, projet de loi 141, dit 1074.2, les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrés des copropriétaires autrement que leur contribution aux charges communes sous réserve des dommages et intérêts qu'il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute. Et là, l'adoption du projet de loi 41 en mars 2020 a ajouté ce qui est en vert ici, et dans les cas prévus au présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'il a sous sa garde. Maître Laflamme, la première question vous revient. Pourquoi, malgré ce changement qui est venu, comment dirais-je, qui a ramené 1074.2 à l'esprit de la loi que le législateur voulait lui donner, pourquoi les assureurs s'obstinent-ils encore à ne pas vouloir payer la franchise du syndicat malgré une modification apportée à cet article 1074.2? Je dirais que la réponse à cette question-là est de deux ordres. Pour ma part, ce que j'aurais tendance à vous dire un peu à la blague, c'est qu'ils ont pris goût à refuser de payer. C'est toujours bien quand on est sur un assureur que les primes rentrent, mais que les déboursés ne se font pas. Blague à part, la raison pour laquelle les assureurs n'ont pas nécessairement changé leur fusil d'épaule malgré ce changement législatif, c'est que ce changement-là ne va pas assez loin. Il n'est pas aussi drastique qu'on aurait pu l'espérer. Parce que, comme vous le disiez, entre juin 2018 et l'entrée en vigueur du projet de loi, de ce qu'on appellerait la loi 41, ce n'est pas son vrai numéro, mais bon, la loi 41 en mars 2020, la règle était, en général, sur 1074.2, qu'on ne pouvait pas réclamer le remboursement des franchises à un copropriétaire, sauf si le sinistre a été causé par sa faute. Évidemment, comme on va en discuter probablement ad nauseam ce soir, prouver la faute, ce n'est pas toujours une chose simple, et c'est de là que vient l'habitude des assureurs de dire « mon assuré n'a commis aucune faute, par conséquent, je nie responsabilité, je ne vous rembourserai pas la franchise ». Ouais. Quand le législateur est venu modifier l'article 214.2 par le projet de loi 41, il a ajouté la phrase à la fin causé par sa faute. Et là où ça se terminait avec un point, on a ajouté « et dans les cas prévus au présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d'une autre personne par le fait des biens qu'il a sous sa garde ». Puis le problème qu'on a, et je ne sais pas, on ne sait pas si c'était l'intention véritable du législateur ou si c'est une tournure de phrase malheureuse, mais c'est toujours ça qu'il est, c'est qu'on voit que cette exception, cette porte qu'on a voulu rouvrir, on l'a réouverte en précisant dans les cas prévus au présent code. Et cette petite phrase-là, elle est importante parce que les cas prévus au présent code, ça réfère implicitement notamment à l'article 1465 du Code civil du Québec, qui est la responsabilité pour le fait d'un bien. Et ce qui est malheureux, c'est que cet article 1465 du Code civil prévoit que le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il ne prouve n'avoir commis aucune faute. C'est donc dire qu'en référant au cas prévu au présent code, on retient quand même la notion de faute. Donc, on se retrouve avec une situation un peu paradoxale où, en voulant réouvrir la porte aux réclamations d'assurance pour les syndicats, le législateur a cru la réouvrir, mais ne l'a pas ouvert à ce point-là. Parce que quand on regarde, on contraste l'article 274.2 issu de la loi 141 et l'article 274.2 tel qu'il est en vigueur depuis la loi 41. La seule véritable différence, c'est une question de fardeau de preuve. Entre juin 2018 et mars 2020, le syndicat devait prouver la faute de l'assuré, donc du copropriétaire, ce qui faisait que les assureurs refusaient. Depuis le mois de mars 2020, en principe, c'est le gardien du bien qui doit prouver qu'il n'a commis aucune faute. Mais on a encore cette notion de faute-là, et c'est pour ça que les assureurs continuent de dire « notre assuré n'a commis aucune faute, nous ne sommes donc pas responsables ».
Et ce qui est un peu assassin dans cette formulation-là du nouvel article 214.2, c'est que on n'a vraiment aucune ambiguïté parce qu'on n'a pas réouvert la porte à l'application des clauses qu'on a dans toutes les déclarations de copropriété qui prévoient, par exemple, qu'un copropriétaire est responsable pour le fait de ses biens, pour tous les dommages qui résultent de son unité. Parce que la petite phrase assassine, qui est le deuxième alinéa de l'article 214.2, est demeurée intouchée, c'est-à-dire qu'il est réputé non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa. Donc, toutes les clauses d'usage et les clauses types qu'on utilisait à l'époque, c'est-à-dire avant juin 2018, pour réclamer des franchises, réclamer des coûts de travaux, réclamer les frais afférents à un sinistre. Toutes ces clauses-là sont encore dénuées de mordant, puis essentiellement valent le papier sur lequel elles sont écrites. Ce qui fait qu'on est quand même limité vraiment au réclamer seulement dans les cas prévus au Code. Et les cas prévus au Code, en ce qui concerne les sinistres qui nous occupent le plus souvent en copropriété, donc les sinistres qui proviennent d'un bien, malheureusement, la notion de faute est encore là. C'est juste que le fardeau de l'approuver n'est pas sur les mêmes épaules. Par contre, pour l'assureur, ça ne change rien. Il va conclure que dans un cas comme dans l'autre, va conclure que ce n'est pas de la faute de mon assuré, je ne vous payerai pas. Et là, un peu comme vous disiez en introduction, on se retrouve avec la situation où le syndicat n'a pas d'autre choix de soit assumer sa perte ou d'essayer de la réclamer devant les tribunaux. M. Laflamme, quel est l'état de la situation actuellement sur le plan judiciaire au regard des réclamations concernant l'article 1074.2? Parce que, évidemment, c'est relativement récent. Là, on dit ça a été mis en place. J'ai justement fait la vérification, Ouais. hier, parce que j'avais une audience ce matin. Et on a une drôle de situation parce qu'effectivement, juin 2018, en termes judiciaires, c'est il y a 5 minutes. C'est super récent. Donc, si on fait une petite recherche, par exemple, sur Canly, les décisions qui citent l'article 1074.2 qui s'y réfère sont au nombre de 3 en date d'hier. Ce sont 3 décisions des petites créances qui concernent l'ancien libellé de l'article 214.2. Ils disent essentiellement ce que je viens de dire, ça prend une faute. Mais on n'a aucune décision et aucun jugement à ma connaissance, en tout cas aucun jugement indexé qui a été rendu depuis la loi 41. Et ce n'est pas nécessairement étonnant dans la mesure où le système judiciaire au complet a été mis sur pause avec la pandémie de COVID-19 à compter de la mi-mars. Il n'a recommencé à fonctionner véritablement que le 1er septembre. Donc, on nage encore en pleine incertitude. M. Laflamme, les trois décisions aux petites créances, étaient-elles favorables aux assureurs ou aux syndicats? Je vais vous avouer que je ne les ai pas regardées sous cet angle-là, mais de mémoire, c'était des décisions, en fait, où c'était pas des décisions contre un assureur, c'était des décisions où un syndicat de copropriété poursuivait un copropriétaire pour réclamer la franchise. Et de mémoire, ce que les tribunaux disaient dans au moins 2 des 3 cas, c'était qu'il n'y a pas eu de preuve de faute de la part du copropriétaire, donc le syndicat ne peut pas réclamer. Parce que c'est ça qui est particulier, c'est qu'on a une relation tripartite qui est inégale. On a le syndicat de copropriété d'un côté, qui a une relation avec son copropriétaire, et le copropriétaire qui a une relation avec son assureur. Mais ce qui arrive, c'est que quand le syndicat de copropriété réclame du copropriétaire, le copropriétaire est adressé à son assureur, qui écrit au syndicat que ce n'est pas son problème, que son assureur n'a pas commis de faute. Mais si le syndicat veut réclamer, ce n'est pas l'assureur qui s'adresse, c'est directement au copropriétaire. Donc, les assureurs ont un peu le beau jeu de dénier responsabilité, puis après ça, de plus ou moins s'en mêler. Des fois, ils vont désigner des avocats pour représenter leurs assurés en vertu du contrat d'assurance responsabilité civile, mais ça dépend beaucoup d'un assuré à l'autre. Valérie Couture, est-ce que dans les copropriétés que vous gérez, il existe des administrateurs qui ont entrepris des démarches judiciaires visant à recouvrir la franchise payée par leur syndicat? Si oui, à combien s'élèvent les montants réclamés habituellement? Bien, écoute, il y en a, oui. Il y en a qui ne sont pas encore réglés justement à cause de la pause de cette année. On a des attentes beaucoup plus longues là, au niveau des petites créances et tout ça. Parce que ce qu'on parle ce soir, là, c'est beaucoup on parle souvent du grand sinistre, mais ce qui est coûteux pour les syndicats aussi, puis Maître Laflamme Leblond disait tantôt, le syndicat poursuit son copropriétaire. Des fois, ce n'est pas pour des gros montants, mais le syndicat, s'il y a 10 réclamations dans 2 ans de petits dégâts d'eau, de plafond ici et là, bien, facilement, il peut avoir grugé entre 30 000 de réparation, tout ça. Puis quand on regarde de monter un dossier pour aller aux petites créances, là, vous l'avez dit tantôt, c'est important de le faire préparer par un juriste qui va bien nous guider. Ça, là-dessus, on est d'accord. Au niveau de la préparation, il y a un frais au niveau des juristes. Il y a un frais aussi au niveau de la firme de gestion qui va gérer le sinistre, l'intervention.
Il y a frais probablement d'un plombier qui est venu, il y a des frais, tout ça. Fait que, on arrive dans des frais qui sont peut-être pas extrêmement coûteux de 100 000 ou des choses comme ça, mais des frais qui font mal quand syndicat. Ouais. Je tiens à préciser une chose très importante. Quand que Maître Laflamme Leblanc a dit le syndicat est arrivé vers son copropriétaire, ce qu'on vit aussi, c'est lors de certaines assemblées générales où est-ce qu'on présente un montant de sinistre de 8 000 Là, un copropriétaire qui lève sa main et qui dit qu'est-ce qui s'est passé, bien, c'est le bain de madame au 204 qui a coulé. Puis là, ça devient une chicane. Pourquoi tu as laissé couler? Tu sais, je veux dire, toute cette histoire-là qui fait que les assurés, les copropriétaires assurés, paient l'assurance et après ça, ils ne sont pas couverts au niveau d'un sinistre en copropriété. Ça crée des montants d'argent qui sont facturés aux copropriétaires, donc ils font partie eux-mêmes. Ça crée des insatisfactions. Ça crée un peu de chicane. Puis là, on parle de petits dossiers, tout ça, mais ce changement-là, en 2018, a fait un mal. Ouais. Et quand on dit que c'est des petits sinistres, je ne sais pas moi, des dégâts d'eau de 5 000 à 6 000 puis que la franchise est à 10 000, évidemment, le syndicat a tendance à ne pas vouloir réclamer à son assureur puis à s'arranger avec ça. Il ne peut pas, il y a 10 000. L'assureur va dire, tu es en bas de ta franchise, je ne te participe pas. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour faire ça? Moi, je ne suis pas contre la vertu du tout du fonds d'auto-assurance. Mais moi, ce qui me fait plus jusqu'où on va se rendre avec ça. Parce que quand on dit un fonds d'auto-assurance, son nom le dit, je m'auto-assure comme syndicat. Ouais. Donc, je mets de l'argent dans un fonds pour m'aider à réparer des sinistres par l'eau. Ouais. Donc, oui, il faut mettre en place l'éducation au niveau des copropriétaires, mettre en règlement pour pénaliser ceux qui ne font pas attention. Parce que ça, c'est une autre problématique. S'il y a des gens qui sont plus ou moins respectueux du bien d'autrui, puis ça arrive à 2 reprises, ça devient... tu sais, on est dans un mode où est-ce qu'on veut mettre de l'entretien ces bâtiments, puis on doit se mettre de l'argent de côté pour réparer des plafonds, des planchers. Ouais. En passant, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez poser des questions à nos invités qui ont rapport avec le sujet, évidemment. Ils se feront un plaisir d'y répondre. Valérie Couture et Jonathan Charbonneau, on parlait de fonds d'auto-assurance à l'instant. Valérie, vous nous parliez de ça. Est-ce que dans vos copropriétés, plusieurs syndicats ont déjà constitué leur fonds d'auto-assurance? Constitué, la plupart, il est en cours. Nous avons quelques syndicats qui avaient déjà pris de l'avance. Moi, j'ai un syndicat à Longueuil que ça fait déjà 5 ans qu'il avait commencé à se faire un fonds d'auto-assurance. Eux autres, il y avait jamais entendu de ça. Ça, c'est une classe à part dans le sens où les gens n'étaient pas là. Mais tous nos syndicats chez Condo Stratégiste sont dans le budget a déjà été démarré pour ça. Malheureusement, il y en a qui ont déjà touché à ce fonds d'auto-assurance-là, donc il faut qu'ils continuent d'une façon supplémentaire parce que quand on a commencé à puiser dans le fonds d'auto-assurance, la loi nous demande de rembourser ça. Et là, on est dans un scénario où est-ce qu'on cotise sur des montants. Considérant que le domaine de l'assurance est tellement difficile, c'est que nos syndicats ne savent pas si l'année prochaine, ça ne va pas changer pour doubler ou autre chose. Ouais. Donc, oui, nos syndicats sont tous en cours. Il y en a qui l'ont fait. Et il y en a même qui ont décidé d'en mettre un peu plus parce qu'ils veulent se prendre en avance s'il arrive des réclamations. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que le fonds d'auto-assurance entrera en vigueur le 15 avril 2022. Et à partir de cette date, les syndicats auront 2 ans pour le constituer. Et s'ils pigent dedans au cours de ces 2 années, ils auront 2 années additionnelles, si j'ai bien compris, pour le combler de nouveau. C'est ça? Oui. Voilà. Jonathan, est-ce que dans les copropriétés que vous gérez, il y en a des syndicats qui ont leur fonds d'auto-assurance aussi ou qui sont en voie de le constituer, de le créer? Je suis un peu dans la même situation que Valérie, où la majorité de mes syndicats sont en cours d'établir leur fonds d'auto-assurance. Ouais. Mais une chose que je pense qu'il faut se souvenir, que oui, le fonds d'auto-assurance va garantir qu'il y a un montant là pour réparer ces sinistres-là. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, cet argent-là vient des copropriétaires. C'est facile de souvent passer par-dessus le fait que c'est le syndicat comme tel a de l'argent, mais cet argent-là vient des copropriétaires. Donc, c'est sûr que s'il y a plusieurs petits sinistres à réparer, où les coûts de réparation sont sous la franchise. On a donné l'exemple tout à l'heure de quelques dégâts d'eau, peut-être à
4 000 chaque, mais il y en a plusieurs au cours de quelques mois. Cet argent-là va être là pour payer les réparations. Les réparations vont se faire, mais tout le monde dans la copropriété va devoir repayer ces frais-là au lieu de la compagnie d'assurance du copropriétaire fautif. Ouais. Et aussi, il faut se souvenir que tantôt, vous avez mentionné qu'on pouvait aller aux petites créances pour récupérer l'argent. C'est une option. Par contre, les frais, même s'ils sont minimes, sont pareils pour une grosse ou une petite copropriété. Donc, des frais de peut-être 1 000 pour le juriste pour le dossier, de quelques centaines de dollars de préparation exactement. Pour un syndicat qui comporte 150 ou 200 condominiums, ce n'est pas vraiment important. Mais pour un syndicat de 4 ou 6 ou 8 copropriétés, si ça se répète plusieurs fois par année, ça peut devenir des sommes très importantes pour ces copropriétaires-là. Et comme j'ai dit, ils vont devoir payer ces frais-là à un moment donné. Maître Laflamme-Leblond, on vient de parler des syndicats qui réparent leurs dégâts d'eau, par exemple, eux-mêmes, parce que le dégât coûte 6 000 en réparation et leur franchise est 10 000. Mais si le syndicat ne réclame pas à son assureur, est-ce que c'est dire que si le syndicat ne réclame pas ou ne déclare pas le sinistre, il ne peut pas le réclamer, il ne peut pas réclamer la franchise au propriétaire par la suite. Il doit absolument réclamer pour pouvoir ensuite demander au propriétaire de payer la franchise. C'est bien ce que j'ai compris? Oui, c'est ça. En fait, la règle est posée par l'article 1074.1 du Code civil du Québec qui prévoit que lorsque survient un sinistre mettant en jeu la garantie prévue par un contrat d'assurance de biens souscrit par le syndicat et que celui-ci décide de ne pas se prévaloir de cette assurance, il doit, avec diligence, voir à la réparation des dommages causés aux biens assurés, ce qui va de soi. Par contre, le petit deuxième alinéa de cet article 1074.1 qui vient un peu attacher les mains du syndicat, étant donné qu'il prévoit que le syndicat qui ne se prévaut pas d'une assurance ne peut poursuivre les personnes suivantes pour les dommages pour lesquels autrement il aurait été indemnisé par cette assurance. Et dans la liste des personnes, on a numéro 1, un copropriétaire, numéro 2, une personne qui fait partie de la maison d'un copropriétaire, puis numéro 3, une personne à laquelle le syndicat est tenu de souscrire une assurance en couvrant la responsabilité. Donc, on parle ici des administrateurs. La difficulté qu'on a, c'est que quand votre franchise est très haute, dans les faits, ça ne vous donne rien de réclamer parce que l'assureur va vous demander qu'est-ce que vous faites, vous ne pourrez pas être indemnisé. Donc, si votre franchise est si haute que vous ne pouvez réclamer, vous devez supporter de votre poche les frais des réparations. Vous pouvez après ça essayer de les réclamer au copropriétaire, mais encore là, on revient au fameux débat de la faute. Puis inversement, si vous auriez pu être indemnisé par votre compagnie d'assurance, mais que vous avez choisi de ne pas présenter de réclamation, il y a des raisons valables pour décider de ne pas le faire. D'ailleurs, si par exemple, vous savez que votre dossier d'assurance est un peu précaire, puis vous avez 6 000 de dommages pour une franchise de 5 000, essentiellement, votre question, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire, si j'ai une franchise de 5 000, est-ce que le 1 000 que je vais aller chercher vaut la peine de risquer le non-renouvellement de ma police d'assurance? Souvent, la réponse sera non. Si ce n'est pas le non-renouvellement, l'augmentation des primes. Et si vous choisissez de ne pas faire affaire avec la compagnie d'assurance, l'argent qui va sortir de vos poches pour les réparations, parce que vous allez devoir faire les réparations, l'article 214.1, cet argent-là sort de vos poches. Et là, faute ou pas faute, vous ne pouvez tout simplement pas le réclamer au copropriétaire. Ouais. On parlait tout à l'heure des petits... Est-ce que je peux me permettre Oui, allez-y. Puis, ce que Maître Laflamme-Leblond vient de dire, c'est exactement là où le dommage se fait. Parce que François, depuis le début de la rencontre ce soir, vous dites 10 000. Et on s'entend 10 000, là, c'est plus une franchise élevée maintenant. Là. Non. On parle de du 25 000 facile. Puis, dans des copropriétés un peu plus grosses, on parle de 50 et 100 000. Puis 50, ça va bien. Là. Donc, on arrive avec un méchant problème qui ne se règle pas parce que, comme on s'est dit, quand c'est un gros sinistre, là, on dirait qu'il se pose des questions, puis c'est majeur, puis tout roule bon train. Mais quand c'est en bas de ça, c'est qu'on peut gruger de l'argent beaucoup, beaucoup. Et l'exemple de Maître Laflamme-Leblond est bon. J'ai un sinistre d'un déductible de 5 000, puis j'ai mon sinistre de 6 000. Je suis aussi bien de parce que l'augmentation de mes primes des années suivantes,
je vais le payer 4 fois. Donc, on vient où est-ce que on tourne en rond, on ne sait plus où gagner la bonne solution. Il y a plusieurs syndicats de copropriétaires, Valérie et Jonathan, et même Maître Leblanc aussi, ceux-là qui doivent éponger des petits dégâts d'eau à répétition de 5 000 $, 6 000 $, à un certain moment, l'argent vient à manquer, non? Bien, c'est ce que Jonathan disait tantôt. C'est que ce qui est sûr en copropriété, c'est qu'on sait où aller chercher l'argent. On est comme gouvernement, on va aller chercher l'argent dans les poches des citoyens quand il faut. Donc, les copropriétaires vont devoir parler, placer au budget un montant du fonds d'auto-assurance. Et s'il y a lieu, il pourrait même penser à avoir un montant supplémentaire pour la gestion des sinistres. Parce que, je veux dire, un sinistre, il faut s'en occuper. Il faut réagir. Quand on est dans des syndicats un peu plus grands, il faut déplacer quelqu'un, soir d'ennui, réclamation par la suite, voir est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qu'il y a de besoin comme travaux. Est-ce que c'est un dégât d'eau de plomberie? Faire venir un plombier vérifier si c'est bien réparé avant de réparer le plan. J'en ai eu un dossier avec Maître Papineau, le collègue de Maître Laflamme, sur ça. Donc, tu sais, ça demande plein de choses qui fait qu'au bout du compte, on arrive avec à peine rien qui a coûté 4 000 $. C'est difficile. Les copropriétaires vont tous participer à ça et l'argent qui s'en va en sinistre ne s'en va pas sur l'entretien du bâtiment. Et, Maître Laflamme, Leblond, un commentaire d'un auditeur. On n'est pas obligé de réclamer pour le sinistre à son assureur, mais on est obligé de le déclarer. Oui. Même si on ne fait que le déclarer, c'est une mauvaise note à notre dossier, n'est-ce pas? Oui, on en discutait avant le début justement de notre web radio. C'est un peu, vous me pardonnerez mon latin, là, le catch-22 de l'assurance. Si vous le déclarez, vous pouvez ça risque de faire une tâche sur votre dossier d'assurance. Et donc, si vous le déclarez, ça se peut que vos prêts augmentent ou même que vous ayez un non-renouvellement d'assurance, même si vous n'avez pas réclamé. Mais inversement, si vous ne le déclarez pas, puis qu'il se souvient d'un autre problème, puis que lui, vous réclamez, l'assureur va peut-être vous dire « Ah, mais vous avez déjà eu le même problème, puis vous ne me l'avez pas déclaré. Donc, je refuse d'assurer en vertu du fait que vous ne m'avez pas déclaré l'aggravation du risque, la survenance d'un sinistre. » Donc, que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, vous vous mettez dans le trouble. C'est ça qui est un peu dommage parce que dans la relation assureur-assuré, c'est particulièrement notable de tous les contrats au Code civil du Québec, la relation assureur-assuré, c'est vraiment une partie qui a définitivement le gros bout du bâton, c'est pas l'assuré. Oui. Puis l'autre donnée, c'est qu'on peut perdre l'assureur. Parce que si on déclare sans réclamer, bien, à un moment donné, au bout de 2 sinistres, il y a des compagnies d'assurance qui éteignent la lumière, c'est fini. On met la switch à off en bon français, on éteint la lumière. Au revoir, on ne vous renouvelle pas le contrat. On voit ça souvent, n'est-ce pas, Valérie Couture, Jonathan Charbonneau? Bien, certainement. Souvent, non, mais on voit ça dans quelques situations et c'est déjà trop. Nous, on a un syndicat, 82 unités. Dans 5 ans, ils ont réclamé ils ont avisé l'assureur 3 fois, dont 2 sans réclamation, c'est-à-dire dont 1 sans réclamation et les 2 autres avec une réclamation. Et c'est un syndicat qui avait eu un litige avec le promoteur de l'époque, puis des coups de gicleurs qui cédaient, tout ça. On a toujours réparé pour ce problème. Il arrive 2 locataires dans une unité, font 2 dégâts d'eau. Les 2 dégâts d'eau sont causés par le même locataire et on perd l'assurance du syndicat à cause de ça. On a sur 5 ans réclamé 2 fois pour l'équivalent de 25 000 $ et l'assureur n'a pas renouvelé. Donc, vous comprenez, quand on arrive avec un dossier, il faut chercher un nouvel assureur. Pourquoi vous cherchez un nouvel assureur? Avez-vous été refusé? Oui. Qu'est-ce qui arrive? On est dans le deuxième marché qui n'est pas intéressant du tout et qu'on ne veut personne aller là. Oui, on est dans le marché sous-standard, Jonathan, peut-être là-dessus. Et là, on parle de franchises de quoi? Qui peuvent atteindre 100 000 $ pour une propriété de 15, 20, 25 portes? Ou plus? De qu'est-ce que j'ai vu, c'est plus que ça. Plus que ça, hein? Plus que ça, mais du 100 000 pour du 50 unités et plus, on le voit assez souvent. Oui, okay. Ouais. Alors là, ça veut dire 100 000 pour 50 unités et plus. Ça fait cher la porte, ça, hein? Cher la porte. ça veut dire, ça nous donne 2 ans, c'est 50 000 au budget de plus par année. Quand même, hein? Alors, et si
Et finalement, Et s'il une n'y a pas de sinistre? franchise aussi, comment? Et s'il n'y a pas de sinistre, c'est seulement Il n'y a pas de 50 000. sinistre. C'est Oui. ça. Mais une franchise de 100 000 aussi bien dire que le syndicat n'est pas couvert parce que, bon, le sinistre, avant qu'il atteigne un montant de 100 000, on a le temps de voir de l'eau passer sur le pont, comme dirait l'autre. Donc, ça se trouve à être le syndicat qui paie pour ces dégâts d'eau, là. Quand on tombe dans ces braquettes-là, c'est ça qui se passe, hein? L'autre question, Maître Laflamme-Leblond, là, est-il vrai de dire qu'on revient là aux tribunaux, là, parce que les syndicats ont quand même des recours possibles, on le disait en début d'émission. Est-ce qu'il est vrai de dire que certains assureurs préfèrent payer que d'aller en cours? Lorsqu'un syndicat dit, bon, moi, je réclame la franchise au copropriétaire, fautif ou non, ou quoi que ce soit, l'assureur dit, ouais, lui, ce syndicat-là, il est sérieux, il veut y aller au tribunal. On devrait peut-être s'arranger à l'amiable. C'est pas, je vous dirais que ça arrive, mais ce que l'assureur va évaluer, ce n'est pas le sérieux du syndicat, c'est plutôt le sérieux de sa réclamation. Okay. Parce que l'assureur va devoir sous-peser, est-ce que j'ai un dossier où je suis à ce point convaincu que je suis capable de prouver l'absence de faute de mon client, mon assuré, pour que ça vaille la peine d'aller me battre? Parce que ça va dépendre aussi de l'assureur. Parce que si je prends, par exemple, l'assureur Intact. Intact a un contentieux, qui est le cabinet WLP Avocats, qui embauche une tonne d'avocats qui sont désignés et qui sont assignés au dossier de leurs assurés. Donc, ils ont leur propre contentieux. Les avocats de ce contentieux-là, sur ma compréhension, sont payés le même prix, peu importe le dossier le nombre de dossiers qu'ils font chaque année. Par contre, si on prend un avocat, un assureur de plus petite taille comme pour la Promutuelle, ça arrive qu'eux autres, ils vont désigner un avocat en pratique privée, vont le mandater pour représenter un assuré. Et ça, c'est quand même des frais importants. Donc, avant d'embaucher ces frais-là, l'assureur doit d'abord regarder le dossier et voir quelles sont mes chances de vraiment défendre mon assuré. Puis s'il pense qu'il y a une chance que le syndicat ait une cause, il va généralement être plus porté à essayer de régler le dossier. Donc, on a vraiment, selon les circonstances de chaque dossier, mais également selon l'assureur en question, des réactions qui sont tout à fait différentes. Parce que, par exemple, dans un de mes dossiers pour une copropriété, j'ai 2 réclamations qui sont en tout point identiques, mais j'ai 2 assureurs différents. J'ai Wawanesa d'un côté, puis j'en ai, je pense, c'est le personnel de l'autre. Je ne vous dirai pas lequel est lequel, mais j'ai un des 2 qui, sur réception de la mise en demeure, m'a signé un chèque, puis l'autre, on s'enligne pour aller à la cour. Exactement les mêmes faits. Mais il y en a un qui a analysé le dossier de manière différente par rapport à l'autre, qui estimait que la faute de son client était plus ou moins présente. Donc, c'est très difficile à prévoir, mais je vous dirais que dans le cadre de ma pratique, bon, c'est des statistiques ça vaut ce que ça vaut, c'est très général, puis c'est vrai seulement dans les limites de mon carré de sable. Là. Il y a peut-être un 25 de ces réclamations-là où l'assureur nous signe un chèque. Le reste, je prends souvent des procédures, puis en procédure, il y a peut-être la moitié qui finissent par se régler par un règlement pour un montant partiel. Le reste semble s'enligner pour un jugement. Mais je vous dis ça, puis on n'a pas encore eu de procès dans aucun de ces dossiers-là, parce que 1074.2 est encore très récent. Je n'ai pas un dossier qui s'est encore rendu vraiment à l'étape du procès. Donc, est-ce que ça va se régler d'ici là? Personnellement, je le souhaite pour mon client, mais est-ce que ça va prendre un jugement pour venir trancher la question? Probablement une couple de dossiers que la réponse va être oui. Puis, quand l'assureur décide de payer avant de judiciariser le dossier, là, comme on dit, comme on entend souvent depuis longtemps, mieux vaut un mauvais règlement qu'un bon procès. Si le syndicat obtient 50 60 de la somme, c'est bien, non? Je vous dirais que généralement, puis ça dépend vraiment du milieu, mais en copropriété, moi, ce que j'ai mes clients, c'est si vous allez obtenir 70 c'est que vous avez fait un extraordinaire règlement. Okay. 60 c'est très bon, 50 c'est encore très correct. C'est encore acceptable. C'est ça, mais évidemment, ça dépend des montants. Si on parle de 50 de 30 000, ça va. Si on parle de 50 de millions, c'est une autre paire de manches. Là. On n'est pas dans la même braquette. Jonathan? Ça va dépendre aussi des faits de ton dossier. Si tu as un dossier plus faible, accepte 50 Si tu as un dossier très fort, tu peux pousser jusqu'à 70 Jonathan, Valérie, en tant que gestionnaire de copropriété, votre travail consiste notamment à prendre en charge les dossiers que les administrateurs vous confient. Est-ce qu'on vous confie souvent ces dossiers-là de démarche au tribunal pour réclamer la franchise à un copropriétaire? Est-ce que si oui, quel est le mode, comment vous procédez? Parce qu'on voudrait expliquer à nos auditeurs aussi comment on doit faire là, quand on veut réclamer, c'est bien beau de le dire, mais
quelles sont les procédures, quelles sont les étapes à suivre lorsqu'on réclame, lorsque c'est réclame? En fait, je vais laisser après Jonathan vous expliquer un peu les étapes que ça regroupe, mais partout où nous sommes en gestion dans nos syndicats, on s'occupe du dégât d'eau. Donc, on s'occupe de l'intervention sur le site 24 heures sur 24 et on s'occupe par la suite de s'assurer que c'est mineur, il y a une petite réparation, y a-t-il un plombier qui doit être passé? Là, on parle beaucoup de plomberie parce que c'est le dommage par l'eau qui est touché là, ce soir, mais on s'occupe de A à Z. Mais la problématique que nous avons, c'est la méconnaissance de ce que nous parlons ce soir par les administrateurs, de comprendre que c'est une bataille très complexe et que le syndicat ne s'en sortira pas gagnant toujours ou souvent. En fait, il y a une méconnaissance en disant c'est de sa faute. On est encore dans l'avant 2018 en disant tu as fait quelque chose, les gens ont un déductible de 500 $ dans leur assurance privative, puis le reste, tout se réglait. Puis depuis ce temps-là, toute la machine a arrêté, mais les administrateurs sont restés sous « Ah, bien, il faut qu'on se fasse payer ». Mais c'est très, très difficile d'expliquer ça à nos administrateurs, puis Jonathan a plein de dossiers là-dessus. Oui, Jonathan, alors là, on part de loin quand on doit expliquer aux administrateurs qu'on peut réclamer la franchise au copropriétaire. On part de loin, là. Absolument. Donc, quand il y a un sinistre qui arrive, comme Valérie a dit, nous, on prend en charge les réparations. On s'assure que ce côté-là est bien fait et fait rapidement. Par contre, une fois que les travaux sont terminés, les factures sont payées, c'est là qu'on se tourne aux administrateurs et souvent, c'est là qu'ils vont nous dire, comme Valérie a dit, il faut aller réclamer au fautif. L'eau a coulé de l'appartement 12, donc on va voir l'appartement 12, on va chercher le montant total des factures et c'est réglé. Eux autres, dans leur tête, la job est finie, nous, on va s'occuper de tout. Qu'est-ce qui est difficile rendu là? C'est qu'il faut déterminer, comme Maître Laflamme a dit, c'est quoi qui constitue la faute du copropriétaire. Donc, des fois, on se présente sur place pendant le sinistre et on ne trouve pas de fuite d'eau. Donc, on va présumer que c'est la toilette qui a bouché et qui a déversé. L'eau s'est rendue en bas. Mais le temps qu'on se rende, le dégât a été nettoyé, le sol est sec et le copropriétaire ou, dans certains cas, le locataire va nous dire « Il n'y a pas de problème ici, il n'y a jamais eu de dégâts, je ne sais pas de quoi vous parlez. » Ça peut aller dans d'autres directions aussi, ou si c'est un tuyau qui brise ou quelque chose qui était derrière le mur que personne pourrait savoir qu'il était sur le bord de briser. Donc, une fois qu'on a ça, on peut envoyer une mise en demeure par l'entremise d'un avocat. Et après ça, ça va être au copropriétaire de décider s'il va aller voir son assurance, qu'est-ce qu'il fait avec ça. Et comme ça a été dit avant, l'assurance va souvent dire « c'est pas de sa faute, on ne paye pas ». Donc, à partir de ce moment-là, les administrateurs, il faut qu'ils prennent une décision. Il faut qu'ils analysent les chiffres qu'on leur présente. Ça, c'est les frais encourus. Et ça, c'est les frais possibles si on va pousser plus loin en petite créance ou à la Cour du Québec, dépendant des montants. Et il faut qu'ils soient prêts à nous dire « oui, on va mettre les frais nécessaires pour aller chercher l'argent qui nous est dû ». Des fois, les montants sont similaires. Des fois, les montants sont très différents. Donc, c'est là qu'il faut leur faire comprendre que est-ce que ça vaut la peine. Des fois, oui, des fois, non. Ça dépend de la situation. Mais ce n'est pas aussi facile qu'on envoie une lettre, on reçoit un chèque et c'est fini. Oui, je comprends. Valérie, vous me disiez avant l'émission que les nouvelles copropriétés, là, flambant neuves, sont difficilement assurables. Oui. On a deux qui sont sous le parc de Jonathan et on a une tour d'à peu près, si je me rappelle, plusieurs étages, une dizaine d'étages et plus. Et cette tour-là est sortie avec un déductible, c'est-à-dire une prime d'assurance annuelle d'à peu près une soixantaine de mille passés et un déductible pour dommages par l'eau de 250 000.
Fait que, on dit bienvenue aux copropriétaires, voici vos clés. Puis, dans quelques mois, ben, nous vous enverrons une cotisation spéciale de 125 000 pour cette année et l'autre partie va suivre l'année d'après. Ça, c'est assez impressionnant. Et justement, cet après-midi, nous avons un autre nouveau syndicat. Lui, il est moins élevé, on est moins haut en étage, mais on est quand même à 5 étages et demi. Et, écoutez, ce qui a été trouvé par le promoteur, c'est une franchise à 100 000 avec une prime à 40 000. Fait que c'est sûr que les budgets de promoteurs qui sont faits avec des coûts moins élevés, bien, tout de suite, on vient d'exploser le budget de la copropriété qui est neuve. Là. Les gens sont dans le déménagement par-dessus la tête, puis on a déjà des questionnements sur comment on va leur présenter ça. C'est comme... Ouais. Et ce qu'on nous a répondu, c'est que le marché n'en veut pas de la copropriété neuve parce qu'il y a des risques de vices cachés, mal choses-là. Puis il y a l'humain qui arrive à l'intérieur en même temps, qui demeure un risque aussi. Mais que la flamme Leblond, c'est un élément intéressant ce que Valérie vient de dire en ce qui a trait à la qualité de la construction. Les assureurs sont de plus en plus circonspects, sont prudents, sachant qu'effectivement, une copropriété neuve, ça ne veut pas toujours dire ça dans tous les sens du terme. Est-ce que je me trompe? Oui, je vous dirais que si j'étais un assureur, c'est certainement quelque chose dont je prendrais note parce que, évidemment, qu'une bâtisse soit mal construite, en soi, ce n'est pas quelque chose qui est susceptible d'encourir la responsabilité de l'assureur, étant donné que l'assureur n'est généralement pas responsable pour le vice propre, c'est-à-dire le vice de conception. Par contre, il va souvent être responsable en vertu de son contrat d'assurance pour ce qu'on appelle le conséquentiel. Donc, l'assureur ne sera pas tenu de réparer les fenêtres qui laissent rentrer l'eau. Par contre, il va être tenu de réparer les planchers qui ont été brisés par l'eau qui est rentrée. Puis, je pense à certains immeubles qu'on a. On a un immeuble où on a justement ce problème-là. La toiture est un véritable gruyère. L'assureur n'est pas au bâton pour réparer la toiture, mais il est au bâton pour tous les dommages que l'eau qui est passée à travers le gruyère a fait à l'étage inférieur. On a un autre bâtisse sur la rive sud où il y a littéralement des fenêtres qui décrochent et qui tombent de 13 étages en bas sur l'autoroute. L'assureur est un petit peu en mode panique. Il a demandé à ce qu'on remplace ça au plus vite. Puis finalement, il a décidé que tout simplement, il n'assurait plus ça. Lui, une bâtisse où les fenêtres tombent parce qu'elles sont mal construites, c'est un risque qu'il n'est pas prêt à assurer. Donc, je peux comprendre que les nouvelles constructions, qui ont pas avoir raison, vont dépendre souvent du constructeur aussi, mais qu'on entend des histoires d'horreur. L'histoire d'horreur de nouvelles constructions que vous et moi, on entend, l'assureur aussi les entend. Parce que l'assureur se trouve à ce moment-là à payer pour réparer les erreurs de construction d'origine. En fait, ce n'est pas ça. C'est qu'il ne paye pas les erreurs de reconstruction d'origine parce que le paiement des réparations des vices est exclu des contrats d'assurance, mais c'est qu'il se retrouve à payer pour les dommages qui sont causés par ces vices. Par exemple, si, comme je dis, on a des fenêtres qui sont mal faites et que l'eau rentre à l'intérieur, l'assureur, on ne pourra pas y réclamer de remplacer les portes. Par contre, l'assureur va peut-être être tenu de réparer les dommages causés par l'eau qui est rentrée. Là, l'assureur va peut-être se retourner dans son syndicat et dire, écoute, si toutes ces portes-là ne sont pas changées au plus sacrant, moi, je vous abandonne. Mais par le fameux, je voulais dire que c'est arrivé. Là. Par la bande, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il n'est pas tenu de payer pour les fenêtres, mais il va payer pour ce que les fenêtres ont causé comme dégâts. Donc, c'est un peu... C'est ça. Puis probablement que si ça lui arrive une fois, il ne voudra pas que ça y arrive une deuxième fois. Donc, ça ne va pas être long qu'il va débarquer, étant donné que l'assureur, ce qu'il va dire, puis c'est un raisonnement qu'on comprend jusque dans un certain point, là, c'est quand il a été approché pour assurer l'immeuble, avoir su que les fenêtres n'étaient pas étanches, il ne l'aurait jamais assuré. Ouais. Tu sais, quand on parle de pré-réception des parties communes dans une copropriété neuve, là, on a un problème parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière les murs. Hein? Exact. Alors là, on a un problème. On peut bien dire, oui, je pré-réceptionne, j'accepte, mais ce qu'on ne voit pas. Alors là, c'est toute la notion de vice caché qui entre en ligne de compte. Ce qu'on ne voit pas devient un vice caché, même s'il se manifeste 10, 15 ans plus tard. En fait, oui. Puis il y a plus que ça, c'est que souvent, on se retrouve un peu coincé entre l'arbre et l'écorce parce que si vous avez un immeuble neuf qui est, par exemple, sujet à un plan de garantie, vous avez une procédure qui est prévue au plan de garantie qu'il faut suivre. C'est une procédure qui est assez longue. J'ai un client, sa situation est la suivante. Il y a des vices de construction qui causent des sinistres dans l'immeuble important.
l'assureur lui a envoyé une lettre en disant « Si tu ne répares pas tous les éléments énumérés à ma lettre d'ici à 3 mois, je vous abandonne. » Mais mon client, s'il répare lui-même, il renonce à son contrat d'assurance, son contrat de garantie. Donc, il est un peu pogné entre soit qu'il va perdre son assurance, soit qu'il va perdre sa garantie. La garantie, je sais. Il va perdre de l'argent dans un cas comme de l'autre. Ouais. Il est pogné entre l'arbre et l'écorce. Puis là, la question, c'est qu'est-ce que je veux le plus? La possibilité de pouvoir me faire payer ces réparations-là par la garantie des maisons neuves ou garder mon assurance. Puis je peux vous garantir que pour monsieur, madame, tout le monde qui sont des administrateurs de copropriété, c'est tout que des casse-têtes. Ouais. C'est un casse-tête qui n'est déjà pas facile pour nous en tant que professionnels qui ne font que de la copropriété à la journée longue. Pour quelqu'un qui décide de s'impliquer sur son CA de copropriété, et puis pour les nouveaux acheteurs, ça désenchante rapidement. Là. Alors, c'est un stress financier additionnel au syndicat qui s'ajoute au fardeau financier, Valérie Couture et Jonathan Charbonneau, d'un syndicat qui devra éventuellement créer son fonds d'auto-assurance, si ce n'est déjà fait, et qui devra aussi créer son étude du fonds de prévoyance parce que, on ne le dit pas souvent ces temps-ci, mais outre les défauts de construction qui peuvent être observés dans une copropriété neuve, bien, il y a aussi toute la question de l'entretien et de la conservation de l'immeuble, l'article 1039. Si on ne s'assure pas de l'entretien et de la conservation, bien, c'est là aussi que les dégâts d'eau surviennent, c'est là que les problèmes surviennent. Alors là, il y a un fardeau financier et Valérie Couture, les syndicats de copropriétaires auraient intérêt à calculer maintenant ce que ça va leur coûter dans 5, 10, 15, 20, 25 ans pour remplacer les parties communes ou pour faire les travaux majeurs. Et s'ils attendent trop longtemps pour pouvoir avoir leur étude, ils vont faire la file. Là. Il va y avoir une liste d'attente. Bien, c'est sûr que dans un premier temps, juste pour aider les gens, les immeubles qu'on entretient bien ont beaucoup moins de risques d'avoir des dommages par l'eau qui ne sont pas causés par l'humain. Je pense à des infiltrations extérieures, des drains de toiture pas nettoyés, des gouttières pas nettoyées. Tout ça, c'est des choses que si les gens avaient un entretien et le respectaient, parce que des gens qui ont des carnets d'entretien puis ils ne le respectent pas. Ils ne respectent pas. Un carnet d'entretien, ça vient qu'un budget pour le faire suivre. Donc ça va être un casse-tête à mettre en place pour beaucoup de syndicats parce que c'est beau de sortir de l'argent pour faire ces études-là qu'on doit faire, mais il va falloir investir dans le budget des montants d'entretien augmentés pour suivre ça. Dans un deuxième temps, si les gens attendent tout que le règlement, on en parlait avec Maître Laflamme tantôt, avant le début de la rencontre, on n'a pas eu de nouvelles du règlement encore, tout ça. Les gens, il y en a qui sont « Ah, ben moi, je ne suis pas encore obligé, j'attends. » Bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui sont dans la copropriété aujourd'hui où est-ce qu'ils payent à peu près 10 dans leur charge commune par mois sur le fonds de prévoyance quand ils devraient en payer 75. Mm-hmm. Ils vont s'en aller tantôt puis ils vont avoir usé les parties communes sans avoir payé leur juste part. Ouais. Et les autres vont tous se cotiser puis être tristes de manquer d'argent. Il ne faut pas attendre. Il faut commencer à s'organiser dès maintenant pour avoir une facilité à traverser le temps avec le syndicat de copropriété. Oui, parce qu'effectivement, vous parliez du phénomène des copropriétaires de première génération qui partent sans payer et qui laissent la facture aux copropriétaires de deuxième et troisième génération qui se retrouvent à payer des cotisations spéciales et à payer pour ceux qui n'ont pas payé avant eux. Jonathan Charbonneau, sur le fardeau financier des syndicats de copropriétaires, j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous êtes du même avis que Valérie, je présume? Oui, absolument. Et souvent, quand un copropriétaire va acheter ou un nouveau copropriétaire qui vient d'acheter une unité où les frais de condo sont très attrayants sur papier, peut avoir une grosse surprise à une assemblée générale, surtout avec les nouveaux règlements qui viennent. Il y a beaucoup de copropriétaires qui ne sont pas au courant des changements de règlement, qui ne sont pas au courant des obligations financières que les syndicats vont avoir dans les prochaines années. Donc, dans les prochaines années, quand il va y avoir des augmentations considérables des frais de condo pour le fonds d'auto-assurance, pour le fonds de prévoyance et pour, comme on en a parlé tantôt, possiblement un fonds juste pour payer les sinistres annuels, ils vont faire le saut, absolument. On donnait l'exemple tantôt d'une nouvelle copropriété où la police d'assurance qu'ils ont réussi à trouver, elle est
on va dire, vient avec des frais qu'on considère démesurés. La facture qui va venir dans la première année pour ces copropriétaires-là, je pense pas qu'ils s'en attendaient quand ils ont acheté leur condo sur plan. Et quand ils ne peuvent pas payer, c'est un drame, là. Bien sûr. Certainement. Ça Certainement. arrive qu'ils ne peuvent pas payer. C'est pas rare, là. Ça arrive, là. Oui, et ça met un fardeau financier sur le syndicat comme tel. Et Valérie l'a mentionné tantôt, l'importance dans des situations, surtout de sinistre, quand il y a des travaux, le plombier qui vient 24 heures en plein milieu de la nuit pour faire des réparations, il faut le payer. On n'a pas le choix. Parce que s'il ne se fait pas payer, la prochaine fois qu'on l'appelle, il ne va pas venir. Et les sinistres vont s'accumuler et ils vont ça va devenir un désastre. On voit ça des syndicats qui n'ont plus les moyens de payer puis qui ne font pas réparer le sinistre, qui ne font pas réparer les dommages. Ça reste comme ça pendant 3, 4, 5, 6 mois. Est-ce qu'on voit ça? Oui, on voit ça. On voit ça parce que quand on envoie des soumissions, les opérateurs, des fois, vont dire « Ah, ça coûte trop cher, tout ça. » Tu sais, réparer un plafond, faire du plâtre, du sablage, de la peinture, là, je n'ai pas besoin de faire 3 soumissions pour savoir que 3 fois, on déplace une personne. Puis là, ces temps-ci, les déplacements des gens, tout ça, ça coûte de l'argent. Ouais. Tu sais, là, des gens retardent des travaux. Les propriétaires, eux, sont impatients. Puis je les comprends. Si tu as un trou dans la chambre de bain, c'est pas le fun. Mais des fois, il y a une pression au niveau du conseil d'administration qui n'opère pas, qui ne comprennent pas. Il ne faut pas chercher à qui est la faute. On répare parce que la mission du syndicat, c'est sa pérennité. Alors, il ne faut jamais oublier que la mission de la sauvegarde de l'immeuble. Ouais. Mais il y a des administrateurs qui, par près, disent « Ah non, c'est de sa faute, puis on va attendre que ça soit réglé. » Mais tu ne peux pas laisser un copropriétaire comme ça. Ouais. Il y a des discussions. Maître Laflamme-Leblond, il nous reste 8 minutes. Il nous reste 7 minutes. J'aimerais que vous nous... Lorsqu'un syndicat doit aller à la Cour du Québec, pas aux divisions de psychiatre, mais à la Cour, à l'instance qui entend les réclamations pouvant aller jusqu'à 85 000 Oui. Bien, comment ça se passe? Là? Quelles sont les procédures, les démarches là, à entreprendre pour un syndicat qui veut aller chercher, disons, de franchise de 42 000 Prenons cet exemple-là. Attachez votre sucre, c'est quand même un long processus. La première étape, évidemment, c'est de transmettre une lettre de mise en demeure au syndicat de transmettre une lettre de mise en demeure au copropriétaire qu'on estime fautif. Le copropriétaire, à ce moment-là, peut ou peut ne pas, c'est à son choix, là, de la transférer à son assureur. Ce qui est important de comprendre, c'est que si l'assureur signe un chèque au syndicat, tant mieux. S'il ne signe pas un chèque, ça ne veut pas nécessairement dire que son assuré, donc le copropriétaire, est libre comme l'air et n'encourt aucune responsabilité. Quand il y a une délégation de responsabilité par l'assureur, la prochaine étape, ou un refus de paiement par le copropriétaire, ça peut être l'un ou l'autre, la prochaine étape, c'est de préparer les procédures. Un syndicat de copropriété étant une personne morale, il doit être représenté par avocat. Donc, vous ne pouvez pas, en tant que syndicat de copropriété, vous représenter seul devant la cour. Ça prend absolument un avocat. Sauf si vous êtes aux petites créances. Créances, vous pouvez déléguer à l'administrateur, mais en Cour du Québec, Cour supérieure, en tant que personne morale, vous avez besoin d'un avocat. Donc, l'avocat va pouvoir préparer vos procédures pour vous. Les procédures sont signifiées au copropriétaire défendeur et normalement, à compter de la signification, vous avez un délai de 6 mois pour mettre votre dossier en état, c'est-à-dire de mettre le dossier dans un état tel qu'il peut être entendu par le juge. Donc, un dossier complet. Le 6 mois est la règle qui prévaut au Code de procédure civile. Dans les faits, ça prend régulièrement plus de temps que ça, que ce soit parce qu'on a besoin de plus de temps pour faire des étapes, parce qu'on a une pandémie qui éclate au mois de mars. Ça dépend. Et normalement, une fois que le dossier est prêt, donc une fois que les défenses sont au dossier, les pièces sont au dossier, les interrogatoires ont été tenus s'il y en a, on fait ce qu'on appelle une demande d'inscription auprès de la Cour, c'est-à-dire qu'elle va nous inscrire sur le rôle. On est éventuellement convoqué au rôle provisoire. Ils nous disent, bon, voici les dates qu'on a à l'agenda et ils vont nous donner les dates de procès en fonction des disponibilités communes des parties, surtout des disponibilités de la Cour. Dans le meilleur des mondes, entre la remise des procédures au huissier et l'obtention de date de procès, on parle difficilement de moins de 9 mois. Dans certains districts judiciaires, on parle d'au moins 1 an, même si en principe, le dossier est supposé être en étant 6 mois, étant donné que le fait d'être convoqué au rôle provisoire, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps. Donc, normalement, si tout va bien et que vous faites votre dossier dans les délais prévus et tout ça, vous pouvez peut-être connaître vos dates de procès à peu près 1 an après avoir entrepris vos procédures.
Par contre, ça ne veut pas dire que vos dates de procès vont être un mois plus tard. Vos dates de procès vont dépendre de la durée de procès que vous avez besoin, ce qui est déterminé entre les avocats en fonction du nombre de témoins, la durée des témoignages, la durée des contre-interrogatoires, etc., et de la complexité du dossier. Pour vous donner une idée, on commence à fixer des dates de procès en Cour du Québec. À Montréal, Cour du Québec, pour 2-3 jours, nos disponibilités nous apportent à peu près au mois de septembre l'année prochaine. Pour du 3-4 jours, on s'en va l'autre année d'après. En Cour supérieure, on est déjà pas mal rendu en novembre l'année prochaine. Wow. Alors, donc, c'est comme aussi bien dire qu'intenter une procédure judiciaire, le temps d'attente est aussi long qu'une chirurgie élective ou d'un jour à l'hôpital. Oui, c'est à peu près ça, mais gardons en tête que c'est aussi relativement long, petite créance. Ouais. Mais contrairement à ce que la sagesse populaire veut, ce n'est pas nécessairement plus long, petite créance, que devant les tribunaux réguliers, notamment parce que devant les tribunaux réguliers, on a le facteur imprévu qui est les ajustements des avocats eux-mêmes. Les avocats veulent faire beaucoup d'étapes, ça se peut que le dossier dure beaucoup plus longtemps. Tandis que devant les petites créances, c'est assez expéditif, direct, disons. Là. Ouais. Il y a un processus, puis c'est la petite créance qui le suivent, mais il y a quand même des délais. Aux petites créances, par exemple, quand vous avez déposé votre demande, les petites créances s'occupent de la notifier, de la signifier à votre défendeur, mais souvent, ça se fait plusieurs mois après l'avoir déposée. Donc, c'est deux mondes qui véhiculent et qui cheminent en parallèle l'un de l'autre, qui suivent généralement le même processus, mais qui sont quand même difficiles à anticiper dans les deux cas. En terminant, Jonathan Charbonneau, Valérie Couture, on s'en va, où s'en va la copropriété à court et moyen terme en matière d'assurance, notamment au chapitre de 1074.2? Est-ce que les syndicats sont condamnés à devoir payer leur franchise ou, selon votre perception, les choses vont s'améliorer? Maître Laflamme, vous pourriez peut-être y répondre en dernier lieu. Très rapidement, il nous reste 2 minutes, 1 minute chacun. En fait, moi, je pense qu'on ne s'en va pas avec de l'amélioration et que malheureusement, on va encore être obligé d'aller chercher l'argent dans la poche des copropriétaires pour réparer, traiter des dossiers, suivre des dossiers, investir avec les avocats pour se défendre. Fait que de mon côté, je trouve que, écoutez, on est passé de 12 assurances il y a 5 ans à 4 ou 5 cette année. C'est sûr que notre marché ne s'en va pas dans un marché rempli d'étoiles. Ouais. Ça ressemble beaucoup à ça comme constat de mon côté. Ouais. Je ne suis pas dans le secret des yeux de ce que le législateur pensait avec son article 1074.2, mais l'effet est que la plupart des copropriétés sont devenues leurs propres assureurs dans la majorité des sinistres. Et ça, malheureusement, ça se fait vraiment aux dépens du consommateur. Ici, l'objectif, c'était de protéger le marché de l'assurance au Québec pour s'assurer qu'il y a encore des assureurs qui assurent les copropriétés. Je pense qu'on est un peu peut-être passé à côté de l'objectif parce que le résultat, c'est que malheureusement, l'assurance qui est supposée être un peu le bouclier et la protection des copropriétaires est rendu quelque chose qui, dans les faits, reçoit beaucoup d'argent et en débourse très peu. C'est tout le temps qu'on avait. C'est 19h59, c'est 20h. Merci beaucoup, Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie, d'avoir été avec nous ce soir. Plaisir. Merci beaucoup, Jonathan Charbonneau-Waldron, également gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Merci infiniment. Merci aussi à Maître Maxime Laflamme-Leblond, avocat au cabinet LJT, avocat qui fait notamment dans la copropriété. Et vous, Maître Laflamme-Leblond, vous êtes dans la copropriété, n'est-ce pas? C'est juste ça. Juste ça. Il y a l'ouvrage en masse. Il y a de l'ouvrage en masse, je n'ai pas besoin d'aller dans d'autres domaines. ça prend la relève. Hein? De toute façon, ça prend la relève et c'est bien heureux que ce soit ainsi. Merci beaucoup à vous tous. On se revoit mercredi prochain, 19h, pour un autre sujet passionnant sur la web radio en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.